l'émission d'aujourd'hui concerne toujours l'histoire des écoles de village ou écoles de hameau. Cette caractéristique de l'histoire valdôtaine, cette institution qui permet aux enfants de la vallée d'Aus d'apprendre à lire, écrire et donc de se soustraire à l'analphabétisation. Mais l'histoire d'aujourd'hui ne parle pas seulement d'une institution scolaire, mais plutôt d'un personnage qui fut l'un des protagonistes de cette institution, un monsieur qui s'appelle Auguste Jory et qui fut pendant plusieurs décennies l'âme de la Proscola de Champ-de-Praz, une association de bienfaisance fondée à Paris en 1919 avec le but d'aider les écoles du village, de la commune d'origine des émigrés valdôtains, dans ce cas la commune de Champ-de-Praz, à donner une instruction aux enfants de la commune. Pour mieux comprendre quelles étaient les conditions de la commune de Champ-de-Praz au moment de la fondation de la Proscola, donc dans les premières décennies du XXe siècle, nous allons parler de ce monsieur Auguste Jory. Monsieur Edi Balme, c'est un qui a été pour nous guider, pour comprendre l'océan e senza sapere di l'océan in ce moment. Noi che siamo alle Ghise, nella zona delle Ghise della parrocchia di Champ-de-Praz e nella zona esterna che la Chiumia ha recuperato, ha messo a posto per creare anche un bel vedere che si può vedere praticamente tutta la parte bassa di Frabecca, le frazioni più basse, e si vede anche ai Sogni Verres e anche a Monzovet. Questa zona è che è lo museo minerario ecco, perché è un museo minerario? Perché in Champ-de-Praz era lo Felon, si creava lo Felon, era una miniera di pirite. E prendevano questa pirite, la portavano a Frabecca, io lo fabbricavo, io la vignava lavare e poi vignava portare nella zona industriale di Verres. Mi comprei. E allora abbiamo fatto il museo per fare la pas mai fait le museo perché in che veio de statue l'amministrazione can ha coppato le piante che venivano pericolanti, ha dovuto dei tocchi di tronco per fare una banze per la festa di nonni e poi dovrane da 3 tocchi per fare la statua della Proscola, lo simbolo della Proscola scolpito in tocco di una pianta che ha coppato l'amministrazione. Le territoire de Champ-de-Praz comprenait donc 2 mines. Il y avait en conséquence des ouvriers et même de l'exploitation, on peut dire, capitaliste. Cela se trouvait en même temps dans un territoire plutôt pauvre où les habitants étaient pour la plupart des paysans et le mélange entre la situation économique des paysans et la situation économique des ouvriers qui étaient soumis aux aléas des cycles économiques. Donc il y avait des périodes pendant lesquelles les mines étaient exploitées et d'autres pendant lesquelles les mines étaient en crise, furent à la base d'une vague d'émigration
qui frappa la commune entre la fin du XIXe et les débuts du XXe siècle. Cela nous explique l'importance de l'immigration à Champ-de-Pras. En même temps, la présence ouvrière, comme dans la plupart des communes de la basse vallée d'Aoste, fut à l'origine du développement du mouvement socialiste dans la région. Auguste Jory fut l'un des protagonistes et en même temps le produit de cette situation sociale et économique. Et pourquoi? Parce qu'il était jeune, il était né en 1902 et en 1921, donc il avait 19 ans à peine, il s'engagea dans la campagne électorale pour les élections politiques. Mais il le fit à faveur du Parti socialiste, chose qui à l'époque entraînait en même temps l'attention des autorités de police, donc il devint suspect aux yeux des autorités, et de l'autre côté, la haine du mouvement fasciste qui était en train de prendre le pouvoir en Italie. Et à cause de cela, Auguste dut émigrer. Il s'agit dans son cas non pas d'une émigration économique, mais d'une émigration politique. Un aspect qu'il faut retenir pour comprendre aussi son engagement au point de vue social. En effet, Auguste Jory fut, on peut dire, pendant certaines périodes, l'une des âmes de la Proscola, donc de l'association de bienfaisance qui constituée par les émigrés de Champ-de-Pras à Paris, laquelle avait pour but de soutenir, au point de vue économique, financier, l'instruction des enfants de la commune. Et l'un des exemples les plus intéressants de ce soutien économique nous est donné par l'école du hameau de Chevrères, qui est derrière moi en ce moment, école qui aujourd'hui n'est plus une école, car en 2009, elle est devenue un dortoir au service des touristes pour le Montavic, mais qui à l'époque de Jory accueillait plusieurs enfants auxquels elle offrit non seulement l'instruction, mais aussi le repas de midi grâce au financement de la Proscola. Nous allons donc comprendre l'importance, l'impact que la Proscola eut dans la vie sociale de Champ-de-Pras et en même temps, nous allons voir pourquoi cet engagement dans le social était propre, était vraiment quelque chose qui faisait partie du caractère de Jory, lequel, émigré en France, devint dans les années un personnage très important de l'organisation du Parti communiste français, mais dans un rôle qui n'est pas très connu à cause de son importance, mais aussi du fait qu'il accomplit souvent on peut dire, des actions de service en clandestinité. Mais de tout cela, on va parler par la suite. L'engagement d'Auguste Jory dans les opérations clandestines du Parti communiste français est la cause qui nous empêche d'avoir une connaissance complète de l'action de cet émigré de Champ-de-Pras. En effet, selon les sources, certaines disent qu'au moment du passage en France, il travailla en tant qu'ouvrier de Wari.
certaines d'autres sources, il fut frotteur de parquet comme la plupart, comme une bonne partie des Valdôtains émigrés à Paris. Ce qui reste certain est qu'à un certain moment, devint chauffeur de taxi. Et c'est dans ce rôle de chauffeur de taxi qu'il débuta sa carrière à l'intérieur du Parti communiste français, comme nous le raconte l'historien Guillaume Bourgeois. Auguste Jory fait figure de personnage énigmatique. Absent des organigrammes officiels et officieux, Auguste Jory fut surtout l'un des animateurs de l'appareil discret du Parti communiste français. Il naquit à Champ-de-Praz, petite localité italienne du Val d'Ost où dominait la langue française. Guido Cerreti a évoqué dans son livre de mémoire Contogliatti et Toré, 40 anni di lotte politiche, les circonstances dans lesquelles Jory vint à la politique. Secrétaire de la jeunesse socialiste dans sa commune, il dut fuir l'Italie fasciste et s'installa à Paris, où il travailla en qualité d'ouvrier de la Voirie. Embauché plus tard dans une compagnie de taxi, il se révéla très vite un excellent organisateur et propagandiste. Membre de la MOI, main d'œuvre immigrée chargée de l'intervention du Parti communiste parmi la population étrangère, il se fit particulièrement remarquer en prenant la tête d'une grève générale au cours de laquelle son influence s'étendit à près de 14 000 chauffeurs. L'emploi en tant que chauffeur de taxi rattache l'expérience de Jory à celle de dizaines d'autres émigrés valdôtains. Mais le fait qu'il fût à la tête de la grève de chauffeurs nous dit aussi que son engagement a été précoce en France et surtout il nous donne une information plus générale sur l'émigration valdôtaine. En effet, il faut toujours le rappeler, elle fut en origine une émigration économique, mais surtout après la montée du fascisme, elle devint une émigration politique, une émigration composée par des antifascistes. Jory avait probablement des capacités organisationnelles énormes et le fait qu'il fût repéré par le chef du Parti communiste français, Maurice Thové, et qu'il fut tout de suite coopté dans la direction du parti, nous le démontre, comme nous le démontre aussi le fait qu'il fut choisi pour un voyage, on peut dire, d'instruction en Russie. Mais pour ce passage important de sa vie, nous devons nous adresser aux mémoires d'un de ses amis et copains de lutte, un autre ressortissant italien nommé Cerreti. Plusieurs personnes exercèrent alors un rôle de promoteur dans la carrière politique de Jory. Maurice Thoré, qui suivait de près ses mouvements en tant que membre de la cellule de la syndicale Taxi, Cerreti, qui amena Jory en Ours à la fin du mois d'avril 1934 à la tête d'une délégation de 17 représentants de l'immigration italienne en France, Manuelischi, qui vit en l'homme un cadre d'avenir. Le Valdôtain perça de son retour en prenant la tête de l'organe de la MOI, Fraternité, et Cerreti de conclure « Fraternité gagna un excellent administrateur et moi un ami pour la vie ». Jory fut, dès ce moment, associé aux diverses besognes que lui proposait le dirigeant florentin. Il joua un rôle tout à fait prépondérant dans l'histoire de la Compagnie France Navigation, créée par le Parti communiste français dans le but de ravitailler en armes l'Espagne républicaine. Les auteurs des Brigades de la mer, le livre qui décrit l'histoire de cette compagnie, ont décrit à partir des souvenirs de Cerreti les réceptions de prestige qu'ils donnèrent de conserve à bord du fastueux yacht Vanadi, ainsi que les circonstances dans lesquelles Jory fut chargé de déposer à l'ambassade de Dours en Belgique les 28 000 actions de la compagnie, peu après l'annonce du pacte germano-soviétique.
Après le passage à Moscou et l'expérience du journal conduit avec Giulio Cerretti, Jory fut important dans l'histoire du Parti communiste français pour toute une série d'initiatives concernant et la guerre d'Espagne et surtout la construction d'un réseau de maisons sûres que le Parti communiste fit acheter dans les États avoisinant la France, en principe la Belgique, en vue des changements de politique qu'on soupçonnait imminents à cause de l'état de guerre qui vivait l'Europe à l'époque. Dans ce cas aussi, les recherches des historiens nous ont donné des renseignements importants. Auguste Jory avait été obligé de quitter la vallée à cause des fascistes, car à l'époque, il était le secrétaire de la jeunesse socialiste de sa commune. Il émigra, ainsi que plusieurs de ses compatriotes, à Paris, où il fit dans un premier temps le frotteur de parquet, le premier métier exercé de la plupart des Valdôtains à leur arrivée dans la capitale française. Plus tard, il entra dans une compagnie de taxi, où il se révéla un propagandiste et un organisateur capable. Très équilibré, mais timide comme tous les montagnards, il ne se convainquait des choses s'il ne les touchait pas de sa main. En plus, il était consciencieux et peu bavard, mais quel têtu par Dieu. À Moscou, il s'était mis en tête de faire la connaissance de sa corporation et il était toujours à la quête de taxis dans la capitale soviétique. Ceux-ci étaient rares comme des chiens jaunes, mais ces 2 ou 10 au plus qui roulaient, il les connut tous. Et il reste un mystère comment il put se faire entendre, mais il fut capable d'obtenir toutes les informations sur leur vie, leur travail, leur nombre, toute une série de données avec lesquelles il prépara un rapport sur les collègues russes à ses compagnons après son retour en France. L'engagement et on peut le dire la fidélité au Parti communiste démontrée par Jory nous est révélée par un autre épisode décrit par les historiens. Il s'agit de son rôle dans l'accusation d'un exilé italien à Moscou qui fut accusé aussi par Jory au moment où il devint le cible de la police stalinienne. Quelque temps après le voyage frontiste de 1934, sur le journal anarchiste de New York, La Dunata dei Refrattari, d'autres éclaircissements arrivèrent. Il se chargea de les fournir un personnage, un chauffeur de taxi de Paris, sans parti, mais d'origine valdôtaine, Auguste Jory, qui se signait chauffeur et qui avait fait partie de la délégation. Chauffeur raconta que le secrétaire de l'Internationale, Manouilski, avait expliqué, au cours d'une conversation durée 5 heures, une nouvelle version de l'arrestation de Petrini, celle qui résulta la seule version officielle de la part des autorités soviétiques. Les soviétiques déclarèrent de façon définitive que Petrini était un espion. Petrini, disait chauffeur en relatant les mots de Manouilski, fut pris sur le fait pendant une conversation dans un bois près de la ville de Moscou avec un émissaire de l'ambassade d'Italie, auquel il venait de consigner des documents. La dernière information repérée sur les vicissitudes d'Auguste Jory nous vient des archives nationales de Paris. Il s'agit d'un rapport d'un informateur qui décrit comment Jory fut chassé d'une assemblée des émigrés valdôtains à Paris. Il était engagé dans l'Union valdôtaine de Paris, mais il en fut chassé quelques mois après l'invasion soviétique de l'Hongrie en 1956. Cela nous dit qu'à l'époque, il était encore perçu comme communiste engagé et surtout, il nous raconte, il nous offre un aperçu minimal mais très important sur le débat idéologique qu'à l'époque vivait la communauté valdôtaine à Paris. Au-delà de ce dernier épisode, ce qui
qu'on doit retenir, qu'il faut retenir de l'histoire de Jory, est qu'il fut probablement l'un des Valdôtains le plus au centre de l'histoire mondiale pendant le XXe siècle. En effet, on ne peut pas dire qu'il fut un protagoniste de l'histoire mondiale, mais certainement un des personnages qui firent l'histoire de France et d'Europe dans la période la plus tragique du XXe siècle. Au-delà de ça, Jory présente une facette complètement différente, c'est-à-dire non pas celle de l'agent communiste, mais celle du bienfaiteur, de l'émigré qui n'oublie jamais son pays natal et qui continue à œuvrer pour améliorer les conditions de vie des enfants du pays. Son engagement dans la Proscola de Champ-de-Praz est rappelé par plusieurs témoins et il nous présente un aspect non secondaire de ce personnage, un personnage extrêmement complexe duquel nous ne savons pas encore tout. Son existence, son expérience de vie, son histoire nous permet de saisir d'un côté une partie importante de l'histoire de l'émigration valdôtaine, surtout en France, de l'autre côté, de comprendre mieux comment œuvrer une association de bienfaisance telle que la Proscola. Pour ce qui concerne le premier volet, la figure de Jory doit être rattachée à celle de Georges Valbon ou de Parfait-Jans, deux autres grands protagonistes du Parti communiste français d'origine valdôtaine. De l'autre côté, il faut le rattacher aux volontaires, aux bénévoles qui encore aujourd'hui permettent à la Proscola de Champ-de-Praz de œuvrer et de, disons, aider les enfants de la commune dans leur parcours scolaire. Le dernier aspect qu'il faut retenir et qui mériterait d'autres recherches est le secret qui enveloppe en quelque sorte ce personnage. Si bien que Guillaume Bourgeois, qui a tracé son profil biographique pour le dictionnaire du mouvement social français, termine la biographie d'Auguste Jory en posant une question. Auguste Jory demeura-t-il toujours pour l'histoire un simple anonyme chauffeur valdôtain? L'avenir nous dira si des documents ou des témoignages nouveaux permettront d'aller en avant dans la connaissance de ce personnage.